Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre. Donc je suis Solène Mouret du CIE de Paris et donc avec Paris et Métropole Aménagement, on organise cette série, ce cycle de petites conférences de Saint-Vincent-de-Paul. On est ravis de vous accueillir pour cette 7e conférence, la première de l'année 2020, mais la 7e de ce cycle. Et on démarre assez fort l'année 2020 avec un thème fondamental dans la ville qui est celui de l'hébergement. L'hébergement et l'insertion, puisqu'on construisant cette soirée, on a vraiment pris le parti de ne pas dissocier ces deux grands axes, ces deux grands sujets pour faire que l'insertion se passe au mieux, que l'hébergement soit assis dans une dynamique d'insertion avec un voisinage, avec une dynamique d'emploi, avec une dynamique associative, enfin vraiment de voir comment les habitants au sens large de la ville travaillent ensemble, cohabitent, habitent ensemble. Et c'est vrai que cette thématique de l'hébergement prend un sens tout particulier ici à Saint-Vincent-de-Paul, puisque c'est un site qui a accueilli donc, des questions de soins, évidemment, en premier lieu, mais aussi d'hébergement pendant l'occupation transitoire. Et puis, donc, dans sa nouvelle mouture, entre guillemets, sa nouvelle organisation urbaine, il va y avoir de nouveaux voisins et aussi des problématiques d'hébergement sur ce site. Alors, pour parler de tous ces sujets, j'ai avec moi autour de moi donc, William Dufour, donc, qui est directeur de site à l'association Aurore, donc je vous présenterai un tout petit peu plus après. Donc, Hélène Schweurer, directrice générale adjointe de Paris Habitat. Et enfin, Colline Berthaud, donc, qui est responsable du pôle insertion par l'activité économique à la direction de l'attractivité et de l'emploi de la mairie de Paris. Et donc, à tous les trois, nous allons donc, ils vont nous parler de ce que c'est que l'hébergement et comment aussi accompagner les populations en grande détresse ou dans une situation de précarité, qu'elle soit temporaire ou plus régulière, vers un habitat, vers un meilleur rapport à la ville et puis vers aussi une activité économique. Donc, tout d'abord, il nous a semblé assez important de reposer les bases de ce que couvrent les notions d'hébergement, parce qu'il nous semblait que dans la ville, on a beaucoup de dispositifs différents, beaucoup de modes d'habitat. Et au fond, l'hébergement, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment avoir un habitat, mais qui n'est pas à soi, en fait. Finalement, c'est un habitat temporaire ou pas, plus ou moins long, dans un bas cours d'habitat, mais ce n'est pas à soi. L'hébergement, c'est cette particularité, c'est qu'on n'est pas propriétaire de son habitat, mais en fait, en ville, et à Paris notamment, la diversité des possibilités d'hébergement est assez complexe, assez variée, et donc du coup, on a demandé à William Dufour de nous brosser un petit peu ce que couvrent les questions d'hébergement. Nous présenter également aussi l'association Aurore, pour qui vous êtes gestionnaire de site. Donc gestionnaire de site pour les grands voisins, mais aussi sur le territoire des 5 Toits, dans le 16e arrondissement, donc pas très loin d'ici. Pardon, j'ai dit une bêtise? Non, c'est bon. J'ai cru que j'avais dit une grosse bêtise. Et donc voilà, donc je vous passe tout de suite la parole. Mais si vous pouvez nous présenter un petit peu l'association Aurore d'abord dans ses missions et son fonctionnement. C'est une association quand même historique, on peut le dire, sur ces questions-là, donc avec un grand retour d'expérience. Et puis aussi, ensuite, on viendra après, bien entendu, au retour d'expérience à proprement parler sur le site des grands voisins. Je vous laisse la parole. Bienvenue aux grands voisins. C'est bon, ça marche. Merci d'être là et très content de vous recevoir pour discuter un peu hébergement d'urgence et insertion. Alors effectivement, ça a été un peu, complètement un fil rouge du projet des grands voisins depuis 2014. On n'a pas toujours l'occasion de
de décrypter, de mettre le focus sur cet aspect social, parce qu'on a justement fait le pari sur cette occupation de jouer la polyvalence et d'essayer de mixer avec d'autres secteurs et d'ouvrir l'hébergement d'urgence à d'autres acteurs qui ne sont pas du social. Mais on a pu, et je l'espère, ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui, permettre de décloisonner le social et créer des nouveaux outils pour le travail social. Donc, au niveau de l'association Aurore, bon, effectivement, c'est une très vieille dame du travail social. Elle a été créée en 1871 avec un objectif d'insérer, d'héberger, de soigner. Aujourd'hui, c'est une association qui représente à peu près, on accompagne 40 000 personnes par an. On a à peu près 2000 salariés, je crois. Et un budget global de 150 millions. Et on a eu cette immense opportunité de gérer le site de Saint-Vincent-de-Paul, qui est devenu les grands voisins, de 2014 jusqu'à la fin de l'année. On va rendre le site à son propriétaire, à Paris Métropole Aménagement, en septembre prochain. Et donc, l'aventure ne s'arrêtera pas là. On a eu justement ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est toute la porosité entre ce qui s'est passé pendant cette occupation temporaire et qu'on va décrypter un peu aujourd'hui, et ce qui va se passer sur la suite du projet des grands voisins, parce qu'en fait le travail social, très clairement, tout le travail qui a été fait pendant cette phase transitoire au niveau du travail social va avoir une vraie influence sur le futur projet qui va se mettre en place dans les prochaines années sur ce site. Donc au niveau hébergement d'urgence, on a effectivement plusieurs catégories qui sont pratiquement toutes présentes sur le site, sur la phase transitoire des grands voisins, avec centres d'hébergement d'urgence, CHU, CHRS, CHS, qui sont toutes des structures de mise à l'abri des personnes. Donc on a eu à une époque au niveau des grands voisins 600 personnes hébergées sur le site. Et aujourd'hui, on est sur la phase 2 des grands voisins avec 100 personnes hébergées et un accueil de jour qui reçoit à peu près 150 personnes. Donc on est vraiment sur la phase de mise à l'abri des personnes. On a aujourd'hui à Paris, à l'instant T, à peu près 3000, 3600 personnes à la rue. Et on a clairement un manque de place. Donc ça, c'est les derniers chiffres de la nuit de la solidarité qui a été faite il y a 2 semaines maintenant. Donc ça, c'est les chiffres de 2019. Et la nuit de la solidarité a été refaite la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, pour recompter les personnes à la rue. Et ce qui ressortait de ces chiffres, c'est que on avait une évolution, 600 personnes de plus par rapport à l'année dernière qui étaient à la rue, et à peu près 2/3 des personnes qui ne faisaient plus appel au 115, faute de place et faute d'avoir une qualité d'accueil suffisamment qualitative. Donc on a un enjeu qui est vraiment important à ce niveau-là, et c'est l'enjeu de la qualité de l'accueil et du nombre de places. Voilà, ce petit tableau symbolise un peu ce qu'on a tenté de mettre en œuvre sur le site. Alors c'est vrai que les grands voisins, ça représente vraiment à la fois le côté très institutionnel du travail social, le côté CHU, CHS porté par l'institution Aurore, et toute la partie beaucoup plus informelle visant à créer des espaces de sociabilisation, des espaces d'insertion pour les personnes hébergées. Donc on a lancé sur cette occupation temporaire une occupation avec de multiples usages, portée par 3 associations, l'association Aurore, Yes We Camp et Plateau Urbain, avec 3 types de publics. Aurore a été vraiment sur la partie purement sociale, et l'idée avec Yes We Camp, donc il y a un collectif qui a été
lancée en 2013, a été de porter l'ouverture du site au public pour favoriser l'occupation du site avec d'autres usages que le social. On aurait pu effectivement sur le site héberger 10 000 personnes en situation de vulnérabilité, ce qui aurait été une catastrophe en termes de ghetto et en termes de lien avec le quartier. Et l'idée a été justement de créer cette mixité, de faire le pari de la mixité, ce qui pour nous, travailleurs sociaux, a été d'une richesse phénoménale, et ça on va revenir là-dessus, en termes d'espace de sociabilisation et d'accès à l'emploi pour les personnes hébergées. Et le troisième partenaire avec qui on a travaillé a été Plateau Urbain, qui est le partenaire avec qui on a pu valoriser les espaces de travail vacants sur le site, avec plus de 250 structures qui sont venues sur le site et qui ont apporté aussi une immense diversité et un immense support dans notre travail social au quotidien, notamment parce que c'était une condition d'arriver sur le site, de pouvoir bénéficier d'un loyer pas cher, que de contribuer au travail social en apportant des compétences, de l'envie, une contribution à la dynamique collective. Et c'est ce travail qui a été porté par l'association Plateau Urbain. Alors effectivement, ce modèle que je vais préciser un peu, c'est un modèle qu'on essaye aujourd'hui de dupliquer. On a notamment effectivement le projet des 5 toits, dont le propriétaire est Paris Habitat, et qui est une caserne d'excellence dans le 16e arrondissement, sur lequel on a lancé une occupation temporaire il y a exactement 1 an et 4 mois, en septembre 2018, avec ce même modèle avec Eswecamp, avec Plateau Urbain, avec 350 hébergés, avec un public qui est un peu différent. On a des réfugiés, des demandeurs d'asile et des familles, mais on a aussi ouvert un espace de restauration, un pôle vélo, une ressourcerie, et on est en pleine phase de déploiement, de l'ouverture au quartier, et ça se passe extrêmement bien. Enfin, c'est vraiment un vrai plaisir de voir cette mixité sur le site. Donc tout le côté innovant, intéressant de ce projet, il se situe à droite. C'est tout le projet de comment faire en sorte, comment créer la rencontre, comment créer l'excuse de la rencontre. On a effectivement des publics extrêmement différents sur le site, avec le grand public, toutes les personnes qui travaillent sur le site. Sur la phase 1 des Grands Voisins, on avait plus de 1000 personnes qui venaient travailler tous les jours, et l'immense diversité des personnes hébergées chez Aurore, sachant que c'est les personnes qui sont hébergées en centre d'hébergement d'urgence, c'est absolument pas un groupe homogène. On a des personnes qui viennent de partout avec des histoires extrêmement diverses, des histoires de rupture, des histoires d'abandon, des histoires des problématiques psychiatriques, des problèmes de santé, et créer cette rencontre et effectivement créer les espaces dans lesquels peuvent s'investir les différents publics. Ça a été vraiment tout le défi de cette aventure. On a pu, ça a été aussi une superbe occasion de réfléchir à qu'est-ce que pour nous la ville idéale. On a l'opportunité de gérer un site comme celui des Grands Voisins, de 3 hectares 4, avec 19 bâtiments. Enfin, c'est quand même une opportunité, mais absolument unique. On était parti à l'origine pour 2 ans et l'aventure a duré 6 ans. Et comment on arrive à créer cette espèce d'utopie du vivre ensemble de façon très concrète, comment on arrive à la mettre en œuvre. La première leçon, le premier pari, ça a été de vraiment investir sur les aspects humains. Enfin, en gros, concrètement, recruter des équipes dédiées à la rencontre, dédiées au fait de créer les espaces et créer les outils de cette rencontre. Donc, ça a été tous les aspects autour des chantiers collectifs qu'on a pu mettre en œuvre, notamment avec notre partenaire Eswecamp. Les premiers mois d'occupation, ici au Grand Voisin comme au 5 Toits, ont consisté à créer du mobilier urbain, à massivement démurer. Pour ceux qui ont connu le site Saint-Vincent-de-Paul en 2015,
toutes les fenêtres, toutes les portes, tout était muré. Et donc on a passé des longs mois à ranger, démurer, voilà, ranger le site avec plusieurs bâtiments qui avaient été aussi pas mal squattés. Et ça a été l'occasion de créer la rencontre entre nos différents publics. On a eu toutes les activités plus axées sur l'insertion par le travail social. Alors il y a un des outils qui a été vraiment phénoménal, qui est le dispositif Premières Heures. Mais je compléterai par ailleurs ce qui a été mis en œuvre, qui est un dispositif qui est vraiment axé sur les personnes les plus éloignées de l'emploi et qui a été au cœur de l'occupation temporaire ici et qui a permis aux personnes les plus éloignées de l'emploi de créer un revenu et de se créer un salaire sur des activités d'espace vert, de restauration, et ça a été assez unique. On a pu mettre en place aussi une monnaie locale et un truck shop qui ont été assez importants dans la rémunération, notamment des personnes qui ne pouvaient pas bénéficier du dispositif Premières Heures. Le DPH, c'est un système qui est ouvert pour les personnes qui peuvent être salariées, et on a dans nos centres d'hébergement d'urgence à peu près 30-40% de personnes sans papier, et ce qui met en immense difficulté nos travailleurs sociaux, dont le boulot c'est d'accompagner les personnes en situation de vulnérabilité vers l'emploi et vers le logement. Et donc à partir du moment où on se retrouve avec des personnes sans papier, une fois qu'on a fait l'ouverture au droit et on se retrouve assez limité en termes d'accès à l'emploi. Et donc on a mis en place ce système de monnaie physique basé sur l'heure, avec des billets de temps basés sur la contribution des personnes à la gestion du site, ce qui leur donnait accès à différents espaces marchands sur le site, notamment les espaces de restauration, le truck shop, qui est un espace d'échange de biens, et qui a permis d'impliquer les personnes sur le projet global des Grands Voisins. On a eu aussi l'opportunité de créer un certain nombre d'équipements qui ont eu un rôle vital dans cette rencontre. La création de plusieurs restaurants. Ici, la Lingerie, qui était un restaurant sur la phase 1, qui a été très actif. Les comptoirs, qui a été un très très beau projet sur l'entrée du site, avec 3 comptoirs, 2 comptoirs qui étaient portés par des résidents d'Aurore en hébergement d'urgence, et un comptoir qui était géré par Yes We Camp, qui a été aussi une belle excuse de rencontre, et puis la création de revenus super important pour les personnes hébergées. On a aujourd'hui un très très beau projet qui s'appelle l'Atelier, qui a été sur la phase 1, le pôle bidouille, et qui est aussi un espace ouvert pour nos 3 publics, les personnes hébergées, le public qui travaille sur site, et le public extérieur. Et c'est ce type de dispositif qu'on rêverait de pouvoir pérenniser sur le futur écoquartier, un équipement qui est à la fois ouvert aux personnes hébergées, au grand public, et utile à tous les habitants du site, et qu'on est en train de mettre en place d'ailleurs sur le projet des 5 toits, qui va être inauguré normalement au mois de mars. Et l'idée étant de créer un Repair Café qui soit ouvert à tous et qui puisse permettre une économie circulaire, et surtout qui permette aussi bien à nos hébergés avec papier que les hébergés sans papier de se dédier à une activité manuelle et à du transfert de compétences. Voilà, après on a mis en place plein d'outils de programmation qui ont permis de valoriser les personnes qu'on héberge. Donc ça a été toutes les activités, les marchés mensuels, les
des ateliers d'artistes gérés par les personnes hébergées par Aurore qui ont permis de mettre en place des galeries d'art. On a eu 3 galeries d'art sur la phase 1 des Grands Voisins, qui a été aussi un très bel outil d'insertion pour les personnes qu'on accompagnait et qui ont créé une vraie rencontre entre les artistes présents sur le site, qui ont été très moteurs dans ce lien avec les personnes hébergées et qui ont permis une ouverture au public qui a été assez phénoménale. Globalement, c'est cette phase transitoire qui nous a permis d'expérimenter tous ces dispositifs. Aujourd'hui, l'objectif est vraiment de voir dans quelle mesure ces différents dispositifs peuvent influer, peuvent créer une porosité avec le futur écoquartier, que ce soit ici au Grand Voisin, au 5 Toits ou sur nos autres sites. C'est vraiment des outils qui sont applicables dans tout type d'espace urbain. Enfin, je veux dire, ces équipements communs, l'atelier, les espaces de restauration, le pôle bien-être, le troc shop, c'est vraiment des espaces. On peut citer d'autres exemples de dispositifs qui font partie des communs. Enfin, je pense à la Louve notamment, qui a un super projet dans le 18e arrondissement et qui a un supermarché coopératif dans lequel s'impliquent les personnes qui en font partie. C'est uniquement ouvert aux coopérateurs et l'idée c'est d'avoir aussi bien de créer cette appropriation des équipements par les personnes qui les utilisent. C'est des choses qu'on a eu la chance de pouvoir expérimenter sur ce projet des Grands Voisins et qui idéalement pourrait être pérennisé sur les futurs écoquartiers qui se construisent à Paris. Donc on a clairement l'ambition sur les futurs projets d'essayer d'infuser, enfin de donner donner un peu les boîtes à outils qui nous ont permis de créer ces différents dispositifs pour les installer sur les futurs projets. Donc en termes de porosité, en fait, ce qui a été aussi intéressant sur cette phase expérimentale, c'est de voir dans quelle mesure un certain nombre de dispositifs, notamment sur la partie institutionnelle, un centre d'hébergement d'urgence et une pension de famille, qui vont être institutionnalisés, qui vont être pérennisés sur le futur écoquartier pour à peu près une centaine de places. C'est un élément qui n'était absolument pas présent à l'origine sur le projet d'écoquartier. Et ça montre la porosité, l'intérêt de cette occupation temporaire. La gestion des socles actifs aujourd'hui qui est en discussion sur comment on va gérer tous ces rez-de-chaussée sur le futur écoquartier avec la mise en place éventuelle, enfin on l'espère, d'une conciergerie solidaire, ce qui permettrait de gérer d'une façon intéressante les communs, comme on l'a fait avec le DPH. Je reviendrai dessus, mais la gestion par les personnes hébergées sur le site des espaces verts, de la gestion de l'entretien de la voirie, tout le travail qui a été fait avec les artisans sur le site. On a eu beaucoup de nos hébergés qui ont eu l'occasion de travailler avec la chocolatière, avec les différents fleuristes du site, avec les espaces de restauration. Typiquement, ce genre de collaboration, c'est des choses qu'on souhaiterait pouvoir pérenniser sur le futur projet. Futur projet qui représente, sur lequel il y aura 50% de logements sociaux. Donc on parle de 600 logements, dont la moitié seront des logements sociaux, ce qui est quand même aussi un élément fort et important. Plusieurs bâtiments qui n'étaient pas forcément préservés sur le futur écoquartier, notamment la lingerie ici, ou la maison des voisins, qui, suite aux usages qui ont été mis en place sur le site, vont être pérennisés, ce qui est aussi quelque chose d'intéressant. Enfin, on voit vraiment que le temporaire a pu créer et changer les futurs plans de l'écoquartier. Et c'est quelque chose sur lequel on est aussi en train de discuter pour le projet des 5 Toits, où il y a un travail qui est fait avec Paris Habitat et avec les équipes d'architecture pour voir dans quelle mesure ce qui se met en place au niveau du lien avec le quartier, au niveau des différents usages, peut permettre de changer le futur projet dans ses modalités quotidiennes. Voilà.
Quand on s'était Ouais. rencontrés pour poursuivre sur ce sujet, vous nous aviez dit que justement les grands voisins, l'expérience des grands voisins pouvait aussi euh, rassurer en termes de programmation, rassurer notamment les riverains. Parce que c'est vrai qu'accueillir un centre d'hébergement d'urgence, c'est pas forcément aisé à diffuser, à faire accepter, sur lequel on peut communiquer. Volontairement, vous avez dit on aurait pu faire 1000 places d'hébergement, on n'en a pas fait 1000. C'est vrai que on a senti tout de suite un petit frisson dans la salle, mais au fond, ce qui est assez remarquable sur ce site-là, c'est que mine de rien, le site était d'assez grande ampleur, a permis pas mal de résidents, et c'est aussi tout ce travail qui a fait qu'il y a eu une bonne cohabitation, on peut dire, ou en tout cas et aussi dans un autre sens peut-être une bonne intégration. Enfin, j'ai l'impression que sur ce site-là, il y a aussi les résidents qui prennent conscience qu'ils sont dans un quartier précis, qu'il y a une dynamique locale, avec un respect du site, un respect du lieu. Vous dites une vraie appropriation de l'espace public presque qui leur est attribué. Ça se passe pas comme ça partout, et du coup, j'ai l'impression que cette expérience devient un peu une nouvelle méthode en fait, non ? Oui, alors effectivement, enfin, très clairement, sur l'ensemble de nos ouvertures, enfin, on fait beaucoup d'ouvertures au niveau d'Aurore, sur du transitoire ou sur des activités plus pérennes. Et les réactions sont rarement positives, hein, sur des ouvertures de centres, quels qu'ils soient, il faut être très clair. Et clairement, la première réaction est toujours une réaction de peur et de voilà, la peur de l'autre, la peur des pauvres. Hein, et on voit à quel point l'ouverture au public va tout de suite créer va désamorcer beaucoup de peur. Enfin, on l'a vraiment vu dans l'ouverture des 5 toits sur la caserne Excellence, avec un quartier qui est quand même relativement marqué. Et on avait d'ailleurs un historique au niveau d'Aurore sur l'ouverture d'un autre centre au nord du 16e qui avait été relativement douloureux. Et immédiatement, enfin bon, sachant que la réaction n'a pas été si hostile sur les premières semaines, les premiers mois, mais on a tout de suite vu dès l'ouverture du site, dès l'ouverture des portes, beaucoup de désamorçage. Enfin, le fait de voir qu'il n'y a rien, voilà, que la rencontre est possible et qu'on peut créer des activités mixtes sur les centres, ça permet de créer vraiment la rencontre. Ça permet de susciter un bel élan de générosité. On a vu, aujourd'hui sur les 5 toits, on a plus de 200 bénévoles qui sont investis sur le site du 16e, avec 2 tiers de personnes qui viennent du 16e arrondissement. Et c'est quelque chose qui n'est possible que parce qu'il y a ouverture du site au public. Et ça, c'est quelque chose de vraiment super intéressant. Et on l'a vu ici aussi beaucoup au niveau des grands voisins, avec une fréquentation très forte. Alors l'équilibre n'est pas tout à fait le même, hein, sur nos différents. Chaque projet est vraiment très, très spécifique. Mais le fait d'avoir ici 600 personnes hébergées et une fréquentation aussi forte, il y a forcément eu beaucoup d'interfaces, de rencontres entre les différents publics. Et ça a été quelque chose de super fort. Okay. Et sur peut-être qu'on peut poursuivre avec le dispositif dont vous parliez à l'instant, puis de toute façon vous reviendrez en complément pour préciser, puisque effectivement vous le disiez, sur les grands voisins, un des dispositifs qui a permis l'insertion par l'emploi de ces populations, c'est le dispositif Premières Heures, donc mis en place par la ville de Paris, donc au sein de sa direction de l'attractivité et de l'emploi. Donc Colline Berthaud, on vous a invité effectivement pour présenter ce dispositif, parce que autant, je le disais en introduction, toutes les strates d'hébergement et les différentes méthodes et différents types de populations auxquelles on a affaire ne sont pas très bien connus. En fait, c'est ce qui provoque aussi souvent ces peurs quand dans le quartier un programme s'insère. Autant les dispositifs d'accompagnement aussi sont plutôt méconnus. On peut passer au... Merci. Et donc, pourtant, le dispositif Premières Heures, donc, il a été
expérimenté en 2011 et donc il est en place à la ville depuis 2013 maintenant. Donc l'idée c'est que vous allez nous présenter un petit bilan, une petite présentation de ce que c'est que ce dispositif. Je vous passe le micro. Magnifique. Bonsoir à toutes et tous. Donc effectivement, moi je vais vous présenter le dispositif Premières Heures qui a été évoqué à plusieurs reprises par William. Donc, le dispositif Premières Heures a effectivement été expérimenté depuis 2010 et s'est déployé un peu plus généralement depuis 2013 à l'initiative de la ville de Paris. C'est un dispositif qui est maintenant institutionnalisé, donc on est sorti de la phase d'expérimentation et il a pris une plus large ampleur. C'est un dispositif financier, ce n'est pas la ville qui embauche directement les gens, la ville soutient financièrement des structures, comme Aurore et comme plein d'autres, on y reviendra après, qui proposent de l'activité à des personnes en très grande situation d'exclusion, ou qu'elles sont sans abri, ou qu'elles ont connu la rue et qu'elles sont aujourd'hui dans un hébergement temporaire. L'idée, c'est d'avoir une première marche vers l'emploi pour des gens qui ne peuvent pas rentrer directement dans les dispositifs d'insertion conventionnés par l'État. Pour rappel, parce que je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, l'État conventionne des structures qu'on appelle les SIAE, les structures de l'insertion par l'activité économique, justement pour amener à l'emploi des gens très éloignés de l'emploi. Mais finalement, ça n'arrive pas à toucher ceux qui en sont encore plus éloignés, parce que tout le monde n'est pas capable de faire 26 heures par semaine, même accompagné. Et donc l'idée, c'était de créer une première marche pour permettre l'accès des publics qui sont vraiment très éloignés au dispositif de l'insertion. Donc l'idée de ce dispositif, c'est vraiment qu'il s'adapte à chaque personne et qu'on puisse proposer d'abord peut-être qu'une heure de travail dans le mois, si c'est ça qui convient à la personne, ou 2 ou 3, et puis progressivement améliorer, augmenter le nombre d'heures d'activité proposées par mois pour permettre en fin de parcours, donc parcours qui normalement dure 1 an maximum, sauf exception dans des cas particuliers, donc en fin de parcours de pouvoir rejoindre l'insertion par l'activité économique. L'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de prérequis et donc pas de vraiment que la motivation comme condition d'entrée sur le dispositif. Alors effectivement, on dit toujours ça, mais William a raison, il faut quand même que les personnes aient des papiers, puisqu'on le verra après, elles ont un contrat de travail. Et donc, qui dit contrat de travail, dit personne en situation régulière. Là-dessus, on peut difficilement faire autrement. Les objectifs du dispositif, c'était vraiment de se dire que l'accès à un hébergement ou un logement, il peut aussi passer par l'emploi et de renverser un peu finalement la perspective qui est de se dire, bon, d'abord, la personne, on va chercher un toit pour elle et ensuite, on se posera la question de l'emploi. Là, l'idée, c'était de se dire que la remise en activité permettait aussi de lever d'autres freins. Et donc, parmi les freins, celui du logement, mais aussi celui de la santé, des addictions, la question des papiers. Et que finalement, une personne qui est abordée très régulièrement par une maraude, des fois, elle a du mal à l'emmener voir un médecin, elle a du mal à lui poser la question de l'hébergement. Alors que si on commence par lui proposer une activité, ce qui est quand même vraiment un souhait de beaucoup de personnes, ça peut permettre de créer un lien sur la durée et avec un accompagnement qui, du coup, se fait sur la durée, de lever d'autres difficultés et notamment progressivement celle du logement ou tout du moins au moins de l'hébergement. La ville s'était fixé des objectifs quantitatifs. Donc au départ, on était parti sur 300 personnes accompagnées par an d'ici 2020. Ce chiffre a été atteint avant 2020. Donc maintenant, on est passé à un objectif de 400 personnes. On n'a pas encore vraiment les chiffres 2019, mais a priori, on devrait s'en approcher, si ce n'est le dépasser. Et donc pour ça, juste pour que vous ayez un ordre d'idée, la ville met 1,2 million d'euros par an. Donc la démarche, pour vous le rappeler, c'est un accompagnement avec une activité de 12 mois maximum, avec une reprise qui est vraiment progressive et adaptée à chaque personne, avec l'objectif de rentrer dans une structure de l'insertion qui sont les structures conventionnées par l'État et soutenues par la ville par ailleurs. Donc on a 3 acteurs dans ce dispositif, la ville qui finance, les structures qui proposent des activités à des personnes et les troisièmes dont je n'ai pas encore parlé mais qui font toute la subtilité du dispositif, c'est l'association intermédiaire qui est celle qui embauche concrètement la personne et qui permet au dispositif de rentrer dans le champ légal. Donc les structures partenaires, on en a une vingtaine, ça change un petit peu tous les ans. Alors on a les plus gros qui, eux, restent tous les ans, et puis on a parfois des nouveaux qui essayent d'entrer, ça marche pas, et donc
Voilà, on a un petit peu du changement, mais globalement, on a toujours une vingtaine de structures qui proposent des activités diverses. Donc on voit qu'il y a des CHRS qui proposent beaucoup d'activités dans les CHRS, mais on a de la restauration, de la fabrication de biscuits, donc la conciergerie solidaire, des espaces verts, vraiment des activités. Oui, pardon, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, CHRS, qui fait partie des dispositifs d'hébergement. Excusez-moi, vous m'arrêtez, les sigles, on a vite tendance à les sortir sans s'en rendre compte, donc s'il y a des choses pas claires, n'hésitez pas. Donc voilà, des activités proposées qui sont variées et des acteurs qui sont variés, parce que pour certains, ce sont des acteurs de l'insertion par l'activité économique, pour d'autres, ce sont des acteurs du champ social, type CHRS, et pour d'autres, c'est des associations qui, par ailleurs, n'ont pas pour objet principal de faire de l'insertion. Elles ont quand même tout en commun, tous des acteurs associatifs, non lucratifs, et ça vraiment la ville y tient beaucoup. L'idée, c'est pas de permettre à une boîte privée qui a pour objectif de faire des bénéfices d'avoir de la main-d'œuvre pas chère parce que la ville finance la main-d'œuvre. Ça, c'est vraiment exclu. Et donc pour nous, la condition, c'est vraiment que d'une part, alors si c'est pas clair, je réponds. Par contre, si c'est les questions, on les prend à la fin, je crois. Ouais. Alors nous, on ne propose pas les locaux. Nous, ce qu'on propose, c'est de financer l'activité. On verra après le lien. Nous, vraiment, on finance la reprise d'activité. Donc, on propose à des structures qui n'ont pas d'objectif lucratif de financer les heures de travail des personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Et donc, la condition, c'est qu'elles emploient tout le monde et donc qu'il n'y ait pas de prérequis et pas d'attente. C'est-à-dire qu'à aucun moment, quelqu'un qui est en dispositif premières heures doit remplacer un autre salarié. On sait que c'est le genre de public qui justement n'aurait pas pu avoir un emploi dans le monde du travail normal et donc qui vient ou qui vient pas, qui redisparaît 2 mois, puis qui revient, puis qui peut revenir alcoolisé, qui peut revenir... et donc vraiment, l'attente de la ville, c'est qu'il n'y ait pas d'attente de productivité de la part de ses salariés et c'est pour ça que c'est nous qui finançons leur salaire, puisque par définition, on n'attend pas qu'ils produisent. Alors, non seulement ils ne produisent pas, mais en plus, ils sont accompagnés très fortement, et donc ça coûte aux structures. Et c'est pour ça que la ville finance le dispositif. Normalement, quand la personne est en état de reprendre une activité de manière un peu productive, c'est à ce moment-là qu'elle est en capacité de basculer sur un chantier d'insertion, où elle sera encore très accompagnée, puisque c'est aussi un dispositif d'insertion, mais où on attend d'elle d'être un minimum productive et d'être là quand on lui demande d'être là, et d'être là 26 heures par semaine. Alors qu'en premières heures, on sait que la personne est là, puis elle n'est plus là. Alors ça, c'est nous, on les fournit pas. Ouais, je comprends. Je suis pas sûre de comprendre la question. Ouais, si tu l'as comprise, William. Oui. Ok, alors juste pour compléter, effectivement, le choix des personnes au niveau de l'association qui va travailler sur le dispositif premières heures, ça c'est notre boulot. C'est un dispositif qui est vraiment fait pour les gens le plus éloignés de l'emploi, souvent des gens, un public qui est encore à la rue. Et l'idée c'est d'avoir cette première marche vers le chantier d'insertion, après l'entreprise d'insertion, après idéalement formation ou autre. Et on a vu sur les grands voisins, aujourd'hui au niveau d'Aurore, on a une quarantaine de contrats par an, donc de personnes qu'on accompagne chaque année sur le dispositif premières heures et qui vont être à la fois sur des activités de gestion des communs du site, sur l'espace extérieur, sur la restauration, sur les espaces verts, sur l'entretien de la voirie, qui vont aussi travailler avec les artisans, ça a été assez fort, les artisans qui sont présents sur le site, qui sont encadrés par Aurore, mais par exemple, voilà, on a eu à un moment 3 fleuristes qui ont des pics d'activité importants et c'est des activités qui sont assez valorisantes pour les personnes qu'on accompagne et ils vont travailler
plusieurs semaines auprès des artisans, et on voit là des vraies rencontres, et puis surtout la possibilité pour les personnes qu'on accompagne de tester différents métiers, de voir un peu différentes envies pour ensuite se former vers quelque chose qui les plaît vraiment. Et on a utilisé beaucoup le DPH aussi sur des activités de restauration. Voilà, alors ça peut être parfois la restauration, ça peut être assez violent, assez dur. Donc il y avait un travail immense des encadrants techniques d'Aurore pour accompagner les personnes en dispositif Remerser, pour justement faire en sorte que ça soit bienveillant et que ça reste sympa pour les personnes qui travaillaient. Et on utilise aussi beaucoup le DPH, alors ça c'est aussi nouveau, hein, pour les publics réfugiés, donc les personnes qui ont le statut, qui viennent d'obtenir le statut de réfugié, donc à qui on accorde la protection internationale et donc qui peuvent travailler sur le site d'Excellence, sur le site des 5 Toits. On a à peu près aujourd'hui, on a 16 personnes qui sont en DPH sur des activités aussi de restauration et des activités d'entretien du site. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que donc là on est sur un public où on a avec d'autres problématiques, mais on est vraiment sur des problématiques plus de socio-culturelles, de personnes qui parlent peu français. Et cet accompagnement pendant 1 an, parce que c'est un accompagnement maximum d'1 an, ce qui reste court, ça nous permet, nous, au niveau du travail social, de les accompagner sur comment gérer un planning, comment lire une fiche de salaire, c'est quand même pas très simple en France, et comment dépasser ces problématiques socio-culturelles pour accéder au marché du travail plus classique après 1 an d'accompagnement. Donc, les structures partenaires, les associations intermédiaires, oui, pardon, dont je vous ai un peu parlé tout à l'heure, donc ce sont celles qui établissent le contrat de travail. Donc, parce qu'en France, on n'a pas le droit de faire des contrats où on dit ce mois-là, je vais l'embaucher 2 heures, puis le mois prochain 3, puis le mois d'après peut-être pas. Les associations intermédiaires peuvent faire ça, puis c'est des structures de l'insertion par l'activité économique qui sont elles aussi encadrées et conventionnées par l'État et qui nous permettent d'avoir ce mécanisme où, comme c'est elles qui embauchent, elles ont le droit d'établir des contrats à l'heure et donc d'adapter le nombre d'heures chaque mois en fonction du nombre d'heures qui ont effectivement été réalisées par les salariés. Donc ce sont aussi elles qui contribuent à accompagner le public et notamment sur la question des bulletins de salaire, etc. Elles peuvent aussi donner un coup de main là-dessus. Et donc la quasi-totalité des associations intermédiaires parisiennes participent à ce dispositif et sont en général d'ailleurs assez fiers de le faire parce que c'est vrai que ça a un vrai sens d'accompagner ce type de public. Le bilan, très rapidement, pour vous dire qu'en chiffres, on a à peu près, on a plus de 200 recrutements par an, chiffre qui a dû encore augmenter cette année. Là encore, on n'a pas les chiffres exacts, mais on sait que c'est en voie de progression. Une moyenne d'âge qui varie selon les années, mais on est en général autour de 40-50 ans. Peu de femmes, on est en dessous de 30% en général, ce qui n'est pas vraiment un hasard non plus, parce que finalement, dans les populations à la rue, on a quand même, je crois que c'est 13% l'année dernière à la Nuit de la Solidarité de femmes. Après, peut-être un peu plus en personnes hébergées qui sont elles aussi éligibles au dispositif. Bon, voilà, c'est un chiffre qui augmente un petit peu, mais doucement. Et une proportion de migrants et dont de réfugiés qui, elle aussi, est à peu près stable, 30% de migrants tous les ans et à peu près 13% de réfugiés. Sur le type de public, ce qui est assez intéressant, c'est de regarder qui a accès au dispositif. On voit que c'est à peu près la moitié des personnes qui sont hébergées déjà en CHRS et la moitié qui est ou rue, ou 115, ou hôtel, donc encore plus temporaire et en difficulté. Cette proportion de personnes hébergées augmente un petit peu chaque année, donc ça fait partie des débats qu'ont les structures entre elles de pourquoi cette proportion de personnes hébergées augmente. Est-ce que c'est qu'on n'arrive pas à aller chercher les personnes est-ce que les maraudes sont suffisamment informées de ce dispositif? Est-ce que c'est que comme on augmente le nombre de places chaque année, si on garde le même nombre de personnes qui sont vraiment à la rue, de fait, c'est les autres qui augmentent. Voilà, ça fait partie des débats qui existent au sein des structures. En termes de bilan, c'est toujours très compliqué sur un dispositif comme ça d'établir un bilan. On est en train de réfléchir avec les structures et les personnes concernées pour voir qu'est-ce qu'on mesure finalement. Et c'est vraiment un défi, et un défi que je pense que vous pouvez retrouver dans d'autres champs du social. C'est que dès qu'on met des indicateurs, on a un peu tendance à mesurer que certaines choses et on a du mal à mesurer l'ensemble de ce que ce dispositif peut créer.
Alors moi, je suis à la direction de l'attractivité et de l'emploi. Donc si ce dispositif a été mis là, c'est quand même pas un hasard, c'est qu'on estimait que c'était un outil de retour à l'emploi. Donc c'est quelque chose qu'on mesure. Donc sur les à peu près 200 personnes qui sortent chaque année, on a quand même un taux de sortie, ce qu'on appelle dans notre langage de technocrate, un taux de sortie positive, donc qui s'élève à 47% l'année dernière. Donc le taux de sortie positive, c'est une forme d'emploi, quelle qu'elle soit, ou de formation. C'est pour la grande majorité, vous le verrez, des emplois en chantier d'insertion, qui sont la suite logique du dispositif DPH. Ce qu'on essaye de mesurer aussi, c'est quels autres freins ça a permis de lever. Et donc on voit qu'il y a beaucoup de démarches qui sont effectuées par les structures et les accompagnants sociaux sur les questions des soins. Souvent, c'est des personnes qui n'avaient pas vu un médecin depuis des années et qui, le fait d'être accompagnées, on arrive à les convaincre d'aller voir un médecin. Les démarches administratives variées, notamment les papiers, les démarches de recherche d'emploi en fin de parcours, donc ça c'est plutôt logique. Voilà. Et donc on essaye de travailler en ce moment avec les structures sur quel type d'indicateur serait pertinent pour qu'on puisse dire, bah voilà, le DPH, ça permet certes à 46% des gens de trouver un emploi, mais ça permet aussi beaucoup d'autres choses. Et donc quelles autres choses et comment on mesure ces autres choses sans créer une usine à gaz du reporting, ça fait partie des sujets sur lesquels on réfléchit actuellement. Donc les sorties positives, je l'ai dit, je ne vais pas m'éterniser sur chacune des structures, mais c'est essentiellement des sorties en ce qu'on appelle les ACI, c'est les chantiers d'insertion, donc c'est les dispositifs de l'insertion conventionnés par l'État qui sont destinés à accueillir et accompagner les personnes les plus éloignées de l'emploi. On retrouve aussi des sorties en entreprise d'insertion, donc c'est aussi une SIAE, en ETTI, idem, et quelques sorties, mais c'est très marginal, entreprise de travail temporaire d'insertion. Donc c'est aussi une forme de SIAE, et très marginalement des sorties directes dans le secteur classique. Et 3 formations, donc là aussi c'est marginal. Les enjeux, très rapidement pour ce dispositif. La question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de l'essaimage. Donc là, vous l'avez compris, c'est un dispositif qui a été porté par la ville de Paris, enfin plus précisément à l'époque le département de Paris dans sa compétence sociale. Maintenant, la ville est à la fois ville et département, donc on parle de ville, mais voilà. Donc la question, c'est qui d'autre est partant, et à ce moment, il y a beaucoup d'autres collectivités qui sont partantes. On a été contactés récemment par le département du 92, par celui du 93, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup d'autres communes qui y réfléchissent. Et donc, dans quelles conditions l'État réfléchit à prendre la main un petit peu aussi sur le dispositif, ou à tout du moins à le financer en partie. C'est un dispositif qui n'est pas clairement inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, mais il rentre un peu par la fenêtre via les autres dispositifs, notamment via le dispositif Convergence, dont pour dire très vite, c'est un dispositif qui vise à renforcer les chantiers d'insertion, puisque jusque-là, vous l'avez peut-être compris, donc les chantiers d'insertion, c'était ceux qui étaient censés s'adresser aux plus éloignés de l'emploi. On a vu qu'en fait, ça ne suffisait pas, et donc l'État serait prêt à essaimer le dispositif Convergence qui existait également à Paris. Et le dispositif Convergence, ça vise à proposer des parcours qui peuvent être plus longs dans les chantiers d'insertion et avec un accompagnement social qui est encore renforcé. Donc, par ce biais-là, l'idée, c'est de se dire, si on a des chantiers qui peuvent accueillir des gens avec un accompagnement renforcé, à ce compte-là, il faut qu'il s'adresse aux personnes qui sont vraiment plus éloignées de l'emploi et donc les personnes à la rue. Et donc, ça permet de faire rentrer sur le dispositif premières heures par la fenêtre pour l'État. Et les ateliers chantiers d'insertion, parce que là aussi, il y a une stratégie de l'insertion par l'activité économique qui a été écrite l'année dernière. Et donc, dans cette stratégie, les porteurs de chantiers d'insertion se sont dit que ce qui pourrait être bien pour favoriser un déploiement du dispositif premières heures, c'est de permettre aux chantiers de ne proposer plus uniquement 26 heures automatiquement, mais que quelques heures par semaine, et que c'est dans ce cadre-là que les personnes qui sont vraiment très éloignées de l'emploi pourraient intégrer progressivement les chantiers. Donc toutes ces questions-là d'essaimage et de participation de l'État au dispositif faire revenir la question des indicateurs et d'évaluation, parce que dès lors qu'on met en place au niveau national un dispositif, ou du moins qu'on le duplique, se pose la question de, très bien, mais quels sont les objectifs de ce dispositif, comment on les mesure, y compris parce que c'est des arguments pour justifier les financements. Et donc, voilà, on revient en boucle sur la question des indicateurs et de à quoi sert finalement ce dispositif.
l'emploi, bien sûr, mais aussi l'hébergement, la santé, les papiers et finalement l'accompagnement global des personnes, puisque c'est comme ça qu'on arrive à l'insertion durable. Merci. Effectivement, là, on se rend bien compte qu'il y a un effet locomotive, hein, que rompre l'isolement de ces personnes en extrême précarité, ça se prend par tous les bouts, finalement, si on peut dire ça comme ça. Mais, et puis aussi qu'il y a des échelles un petit peu... enfin, là, ici, sur les grands voisins, c'est une échelle un peu particulière, qui est un peu une échelle urbaine, c'est pas une échelle du bâti. Mais on se rend compte que finalement, c'est ce qui a permis aussi cette mixité. Commerce... artisanat, tout un tas de choses, tous les sujets que vous avez cités finalement aussi dans les porteurs d'emploi. Et cette proximité entre les gens fait qu'il y a une première dynamique et puis aussi une bienveillance entre les personnes, je pense, qui s'instaure. C'est vraiment fondamental de voir aussi à quel point l'emploi, ne serait-ce qu'une heure par semaine, ou une heure, ou même moins pour peut-être certains d'entre eux, peut permettre aussi de débloquer les papiers, débloquer tout un tas de situations et se mettre dans un réseau finalement pour sortir de l'isolement, pour sortir de ses préoccupations de santé et aussi de vie quotidienne. Hein, Merci beaucoup. On va poursuivre maintenant sur des questions plus urbaines pour reboucler un petit peu cette boucle d'interaction entre l'hébergement et l'emploi, hein, l'insertion, effectivement, avec un retour d'expérience. Alors, attendez juste un petit instant que notre collègue mette le, le diaporama. Ça devrait se... j'ai juste deux secondes, du coup, pour vous représenter. Donc, Hélène Schwörer de Paris Habitat, pour ceux qui n'étaient pas arrivés, directrice adjointe de Paris Habitat. Donc, l'idée, c'est vraiment de reboucler avec vous sur la question de l'insertion, mais non plus des habitants, mais de l'insertion de ce programme particulier qui est l'hébergement d'urgence dans la ville, avec ces différentes typologies, puisque on a parlé beaucoup des centres sociaux qui ont beaucoup d'accueil. Finalement, il y a plusieurs résidents, mais on connaît peut-être un peu moins ce qui se passe aussi dans le diffus, ce qu'il peut y avoir comme multiplicité d'habitats finalement dans la ville. Quel est le parc un petit peu géré par Paris Habitat sur ces questions-là d'hébergement d'urgence? Ça nous semblait important de vous poser la question, d'avoir votre retour d'expérience. Aussi parce que Paris Habitat, bien entendu, va donc être chargé sur le site de Saint-Vincent-de-Paul dans le projet à venir de ce programme-là. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir conviée à ce moment d'échange. Donc, moi, je suis plus particulièrement en charge de la maîtrise d'ouvrage, donc la création de nouveaux logements, d'équipements bien sûr, de commerce, et aussi de réhabilitation du patrimoine. Donc, juste quelques petits chiffres. Paris Habitat, aujourd'hui, c'est 125 000 logements, dont 95% dans Paris intramuros. Alors, on a une spécificité, c'est qu'on loge quand même un Parisien sur 9. Je rappelle juste que on loge l'équivalent d'une ville comme Lille ou Bordeaux. Voilà, c'est pas neutre dans le paysage de la ville. Vous dire que quand on a le privilège, comme moi, de travailler pour la ville de Paris, pour un bailleur social comme Paris Habitat, qui est aussi bien moins vieille dame qu'Aurore, mais qui est quand même une vieille dame puisqu'elle a plus de 100 ans, 106 ans exactement. Donc, quand on fait notre travail, quand on travaille dans la ville, on se pose bien sûr la question de l'accès au logement, mais de l'accès de toutes les formes de logement, je veux dire toutes les formes d'habitat. C'est vrai que par habitat, pendant très longtemps, on a été cantonné dans l'habitat classique, l'habitat familial, je veux dire, voilà. Donc il a fallu aussi un peu que nous, on évolue au sein de Paris Habitat. Quand on est des grosses maisons comme la nôtre, hein, on est 3000 salariés, avec bien sûr énormément de gens qui sont sur le terrain, dans la proximité. Le gros des employés, bien sûr des collaborateurs, c'est les gardiens. Mais pour autant, ce n'était pas juste s'intéresser au logement locatif classique, c'est se dire aussi qui on loge et comment on va loger et comment on fait de la ville. Donc très vite, et au-delà de ce qui s'est passé
ici à Saint-Vincent-de-Paul, au-delà de ce qu'on partage aussi sur la caserne Excellence, donc les 5 toits, c'est depuis de très très nombreuses années des centaines de logements qui ont été mis à disposition, des bâtiments dans tout Paris, qui sont mis à disposition régulièrement à des associations qui gèrent l'accueil de personnes fragiles, des isolés, des réfugiés, avec et sans titre. Enfin, je pense qu'on est tous aussi convaincus qu'il faut un accueil inconditionnel dans une ville comme Paris. Je pense qu'il y a des débats aussi aujourd'hui au niveau de l'État sur qui on héberge, qui on loge. Donc je pense qu'il y a des sujets. Et puis aussi de l'hébergement des familles. On parle là beaucoup d'isolés, mais au quotidien, on a eu à héberger des familles aussi avec enfants. Et donc on met régulièrement à disposition des bâtiments dans Paris intramuros, des bâtiments qui ont des devenirs à plus ou moins court terme pour être transformés en logements sociaux, en logements intermédiaires, en équipements. Et quand le bâti nous le permet, systématiquement, ces bâtiments sont mis à disposition des publics les plus fragiles. C'est aussi une façon de préfigurer la ville. Je veux dire, Paris, la qualité, c'est la densité. Moi, je ne vais pas polémiquer ce soir sur la densité, mais je pense que ça contribue aussi à la qualité de la ville, à la qualité de pouvoir partager. Une rue, elle n'est pas juste constituée d'un tissu urbain, elle est constituée d'une multitude d'activités, d'équipements, de modes d'habiter. Je veux dire, historiquement, dans l'haussmannien, il y avait, je vais être un peu radical, il y avait les commerçants au premier étage, il y avait les professions libérales au deuxième étage, et plus on montait, plus les gens étaient dans le service, et puis dans les cours intérieurs, il y avait des gens, des employés, des ouvriers, et tout ça vivait correctement. Donc la ville aujourd'hui, je pense qu'elle doit continuer à vivre avec la diversité des publics, la diversité des Parisiens. Et donc, on a forcément un tas de partenaires depuis maintenant, pratiquement, j'exagère, mais presque 20 ans. Aurore, bien sûr, en premier titre, Emmaüs, SAMU Social, Secours catholique, Coalia, Centre d'action sociale protestant, les Enfants du Canal. Voilà. Donc, on a eu beaucoup d'expérience avec la mise à disposition, je vous dis, d'immeubles qui vont devenir autre chose à terme. Donc, là, quelques photos, la caserne Excellence, sur laquelle on travaille ensemble. Avia, qui est un immeuble de bureau qui a permis d'accueillir pendant plus de 2 ans des familles avec enfants à la rue, avec Emmaüs qui a fait un travail considérable d'insertion de familles qui venaient de Roumanie. Aujourd'hui, il est en travaux, c'est du logement étudiant. Là, vous avez dans le 9e arrondissement un immeuble, avenue du Coq, elle est transformée depuis en 25 logements sociaux, PLAI et plus, mais qui a accueilli pendant 2 hivers successifs, dans le cadre du plan Grand Froid, 80 à 100 personnes réfugiées ou avec papier, mais SDF. Un autre site pas très loin d'ici, Observatoire, qui est aujourd'hui en travaux, pour accueillir du logement étudiant, mais aussi une résidence sociale qui sera gérée par le Centre d'action sociale de la ville de Paris. Et là, il y a eu les Enfants du Canal qui ont hébergé pendant longtemps, c'était les suites du canal, d'occupation du canal il y a déjà de nombreuses années. Et puis aussi Emmaüs qui hébergeait une centaine de personnes dans le bâtiment qui aujourd'hui devient une résidence sociale. D'autres immeubles, Saint-Lazare dans le 9e, Saint-Plon dans le 18e, donc des immeubles qui aujourd'hui sont des grandes banalités. Ce sont des immeubles classiques dans Paris que personne n'identifie et qui ont permis justement d'intégrer assez facilement des publics que personne ne veut. Enfin, déjà, les gens ne veulent pas le logement social. Alors, autant vous dire que quand ils sont pauvres, ils n'en veulent pas du tout. Moi, je vais juste citer une petite anecdote pour travailler sur ces sujets depuis de nombreuses années. Donc, depuis 2001, la ville achète régulièrement des immeubles pour les transformer en équipements, en logements, et met à disposition d'associations depuis 2002 ces locaux. Et je me souviendrai toujours du premier immeuble qui avait été présenté dans le 9e sur le secteur Trinité, qui devait être transformé en école, qui est devenue une école publique, une école élémentaire, et qui avait accueilli pendant 4 ans 200 personnes. Personne ne s'en était rendu compte dans le quartier. Ou un autre immeuble très très beau qui avait été présenté par la ville, c'était Trévise. Alors Trévise, maintenant ça fait un peu peur, mais c'était Trévise, un lieu juste magique dans la ville, très isolé, de grande qualité, où la ville avait présenté un immeuble de la Poste, que la Poste voulait vendre à un fonds de pension américain, pour tout vous dire. Et je me souviens avoir été appelée en urgence par le maire du 9e, Jacques Bravo, qui malheureusement aujourd'hui est décédé, me dire: Hélène, c'est juste pas possible. Là, les gens ont appris que vous allez faire un centre d'hébergement. J'ai une manifestation, les gens manifestent, il y a des banderoles aux fenêtres, ils veulent surtout pas de pauvres. Moi, j'ai souri, j'ai dit: ok, Jacques, on va leur expliquer qui sont les publics qu'on accueillera à terme dans ce bâtiment. Et personne dans le quartier s'était rendu compte que depuis 6 mois, c'était SAMU Social qui accueillait des femmes à la rue. Parce que voilà, elles étaient prises en charge via
les petits bus du SAMU social qui récupéraient les gens, qui les amenaient, qui les protégeaient, parce qu'elles étaient vraiment en grande fragilité. Et tout le monde était persuadé qu'on mettait de la lumière pour éviter les squats. Non, il y avait 30 femmes qui étaient accueillies et qui étaient vraiment très très loin de la vie, de notre quotidien. Voilà. Et donc, tout le monde est reparti chez eux, un peu déçu, et puis on n'a plus jamais entendu parler de ce projet. Voilà. Donc je me dis que ça aussi c'est une façon, et je pense que l'opération que vous avez faite sur Boulogne, la promesse de l'Aube, Excellence aussi, sont ici, plein d'autres bâtiments que je pourrais citer, qui sont la preuve qu'on peut vivre ensemble, quoi. Après, je dis toujours, c'est combien, quelle est la bonne échelle aussi pour que ça passe. Je pense que là, c'était déjà assez important. Vous disiez 1000, je pense que 1000, ça ne peut pas fonctionner. Je rappelle juste que pendant de nombreuses années, la ville, les partenaires de la ville, enfin les associations, géraient des sites qui étaient la Cour des Miracles. Je citerai juste, pour ceux qui bien sûr ne connaissent pas ça, mais la Mie-de-Pin dans le 13e, c'était des dortoirs avec 40 personnes qui dormaient juste avec des protections. C'était des rideaux, je veux dire, c'était juste immonde, c'était scandaleux. Mais il y avait aussi le centre Pereire d'Emmaüs dans le 17e qui était pire qu'un mouroir. Voilà. Donc ça aussi, il y a eu un gros travail de mise à disposition de ce genre d'immeuble pour permettre l'humanisation des sites et de pouvoir accueillir en termes qualitatifs, de manière inconditionnelle, tous les publics. Voilà. Donc ça, c'est aussi la ville, et moi je suis persuadée que c'est essentiel de venir créer un peu partout dans la ville, à des échelles différentes, ce type d'opération. Donc Paris Habitat, c'est aussi à plusieurs titres. Je veux dire, bon, on est avant tout un bailleur social. Juste quelques chiffres. Donc, on a un taux de rotation de vacances dans nos logements à Paris qui est très très faible. Au niveau national, la rotation c'est 8%. Nous, on a moins de 4% de personnes qui chaque année rendent leur logement. Voilà, on sait tous que les conditions à Paris sont difficiles. Et quand on a un logement social, on peut difficilement accéder au parc privé. Voilà. Et donc, on a un parc qui bouge très peu. Pour autant, quand on attribue sur les plus de 5000 logements qui sont attribués, où les réservataires désignent et où nous, derrière, on attribue, il y a pratiquement 24% qui sont des ménages DALO. Donc, qui sont quand même des ménages très prioritaires en termes de logement. Et aussi un chiffre, moi je pense significatif, c'est qu'il y a 700 ménages, alors isolés à famille, qui sont relogés, qui sont issus des accords collectifs. C'est aussi une labellisation quand même de populations très fragiles, qui sortent souvent de structures d'accueil. Et s'il n'y avait pas de logements sociaux, il faut être clair que c'est souvent l'hôtel et ensuite la rue, quoi. Voilà. Donc c'est aussi une façon de loger les gens en plus grande précarité. Et puis surtout un chiffre, c'est 23% des ménages issus qui sont issus de structures d'hébergement. Ça va du CHU jusqu'à la maison relais. Voilà, parce qu'on parlait des CHRS, il y a le CHU, mais il y a d'autres structures d'hébergement, comme vous le disiez, qui peuvent permettre d'être logés pendant 1 an ou 2, renouvelables, voilà. Mais à la fin, c'est quand même l'idée de pouvoir accéder à un logement normal, un logement classique, comme nous tous, quoi. Voilà, donc ça, c'est notre quotidien quand même, en termes d'attribution, de loger quand même les plus fragiles. Et puis vous dire aussi que, alors on a des milliers de logements, je sais, mais on a aussi 421 logements d'insertion qui sont non pas gérés par Paris Habitat, mais qui sont gérés par des associations et qui là aussi logent en bail précaire ou en beau glissant, ça dépend des statuts, des personnes qui sont fragiles, qui là aussi, je pense qu'ils n'étaient pas logés en logement d'insertion, seraient à la rue ou en centre d'hébergement. Voilà. Donc au quotidien quand même, c'est notre travail de loger les plus précaires. Et puis je pense que le gros avantage aussi, je parle avec 2 casquettes, qui est de faire de la ville. Donc c'est comment j'intègre dans mes programmes, les programmes à différentes échelles, ce type de projet, le type de logement aussi. Je vois aussi que travailler avec Aurore ou d'autres acteurs permettent à un bailleur social comme nous de nous remettre en question, en termes de programmation sur la ville, ne plus avoir peur de faire d'autres types de logements, ne pas rester sur le logement classique, mais bien être aussi, produire, développer toute la chaîne du logement, du centre d'hébergement, maison relais, résidence sociale. Il y a les foyers de travailleurs migrants aussi sur lesquels on travaille. Il y a plein de sujets aujourd'hui. Donc c'est s'ouvrir. C'est que les équipes aussi comprennent quels sont les publics qu'on va accueillir. Je pense que c'est important pour les collaborateurs, on a des équipes aussi importantes que les nôtres, qui s'emparent de ces sujets pour se rendre compte que là aussi, c'est juste des gens qui ont un besoin à un moment qu'on prenne soin d'eux. C'est aussi un gros travail qui nous permet de nous remettre en question sur, vous parliez des tiers-lieux, des lieux communs. Alors on a un gros projet, des gros projets ambitieux de réhabilitation de notre patrimoine. Ce que je disais, on a un patrimoine très très ancien. Les HBM, qui sont des bâtiments qui ont plus de 100 ans,
que vous connaissez tous, puisque c'est ceux qui viennent ponctuer toute la ceinture, les briques rouges, mais c'est aussi des bâtiments dans le 5e, dans le 4e, il y en a un peu partout dans Paris, ou là qui ont été aussi créés à une époque pour résorber les bidonvilles, reloger les plus pauvres, les plus démunis, mais où les projets étaient généreux à l'époque. À l'époque, il y avait des jardins d'enfants, il y avait des PMI, il y avait des locaux d'activité, il y avait des locaux associatifs, il y avait des locaux pour les femmes, il y avait des locaux, voilà, plein de sujets. Donc, il y avait des jardins, il y avait des buanderies, un tas d'espaces qui ont disparu avec au fil du temps. Je pense que peut-être que c'est l'effet de plus en plus de gens qui avaient plus besoin de ce genre d'espace. Au fil des réhabilitations, ces espaces ont été transformés en logements, ont disparu. Et là, on se rend compte aujourd'hui qu'on loge quand même des gens de plus en plus fragiles. Fragiles parce que, un peu loin de l'emploi, des accès classiques au droit, mais aussi fragiles parce que énormément de personnes très très âgées qui ont besoin aussi de services de proximité. Et donc je pense aussi travailler avec Aurore, ça nous réapprend, nous réapproprier ces rez-de-chaussée pour recréer du lien au niveau de l'échelle de nos sites. Alors on a des sites qui font de 60 logements jusqu'à 1700, voilà, qui sont pratiquement des villes à part entière. Et donc travailler aussi avec Aurore sur ces sujets permet, quand on fait la programmation, de revoir la programmation, de se re-questionner sur ces lieux, et puis trouver des partenaires pour monter des projets. Parce que quand on dit, comme sur Stroh dans le 13e, on va créer une buanderie, il faut aussi qu'on ait des professionnels qui nous accompagnent ou des associations qui nous accompagnent sur ces sujets. Donc ça, c'est une remise en question des programmes. Et puis, je pense aussi, c'est une remise en question de la gestion locative. Je pense que de plus en plus, nos gardiens, nos gérants, ont à faire face à des gens en grande fragilité et on est souvent démunis. Donc je pense aussi que toute l'énergie qu'on peut avoir à travailler ensemble, vous avez quand même une approche bien plus, on va dire, ciblée, plus individuelle, nous permet aussi de nous faire évoluer sur nos métiers pour être encore plus dans la proximité. Je pense que ça, on a à gagner aussi à travailler avec vous sur les profils, sur la formation des personnes de proximité de Paris Habitat. Et puis c'est aussi, on le disait tout à l'heure, on échangeait en aparté, c'est quand on travaille comme nous sur la maîtrise d'ouvrage, c'est sur la programmation, mais c'est aussi derrière comment on décline tous ces programmes, tous ces travaux. Et aujourd'hui, on voit que si dans le code des marchés publics, sur tous nos marchés, on a des heures d'insertion, voilà, c'est la loi, elle nous l'impose. Pendant longtemps, ça a été juste un suivi d'indicateurs de est-ce que j'ai bien fait mes 6%, 7% d'heures d'insertion. Aujourd'hui, ça ne nous satisfait plus. On va maintenant de plus en plus sur ces heures d'insertion, c'est pour les qualifier. Donc, je pense qu'il y a un gros travail aussi qu'on fait aujourd'hui sur les marchés publics, de se dire ces heures d'insertion, elles doivent être qualitatives. Donc là, en l'occurrence, on va travailler, et je le souhaite vraiment, sur Excellence pour se dire que quand on commencera la réhabilitation et puis des constructions neuves sur Excellence, parce qu'il y a des équipements publics, on va pouvoir mettre des clauses d'insertion et permettre au public que vous accueillerez à terme aussi au sein de ce site, puisqu'il y a un centre d'hébergement, il y a une maison relais, qui puisse aussi, à travers nos marchés, trouver un emploi pérenne et trouver des formations professionnelles. Et je pense que ça, il faut qu'on reboucle. Je veux dire, si nous, acteurs de la ville, bailleurs sociaux, on n'a pas ce rôle, je pense que personne ne l'aura, quoi. Donc je pense forcément que ça peut irradier dans tous les métiers ce savoir-faire et puis toutes ces expériences, tout ce que vous faites au quotidien. Et je tiens encore à vous remercier pour vos engagements. Et je vois combien, c'est nous, ça nous nourrit et je pense que c'est essentiel. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va passer la parole s'il y a des petites questions. Je crois qu'il y a un micro dans la salle, il y en a déjà une là. Vas-y. Bonsoir, ouais. C'est juste par rapport aux chiffres, 23% d'allo, 23,5% sites d'hébergement, donc ils s'additionnent. Et précisément, ce qu'on appelle l'hébergement, enfin le logement d'allo, quelle est la spécificité de ces différents trajets? Voilà, plus après les derniers, c'était 421 de logements d'insertion. Est-ce que le logement d'insertion, c'est pas justement du logement à destination des personnes qui... comment ça s'articule? Écoutez, sur les 5000 logements qu'on attribue chaque année, il y a 23% qui relèvent des ménages d'allo. Donc la loi impose globalement, souvent sur le contingent de l'État,
de reloger en priorité, c'est le droit au logement, hein, donc prioritaire. Donc c'est des publics, les DALO, c'est vaste, entre guillemets. Ça peut être la personne qui est en centre d'hébergement, qui est en maison relais, qui est en résidence sociale, mais c'est aussi des gens qui vont vivre dans un logement privé insalubre, c'est aussi des gens qui vont se retrouver en situation d'expulsion, c'est des familles qui peuvent être en hôtel, c'est des femmes, on a aussi dans les DALO, il y a plus de 150 femmes qu'on a sorties de leur logement en urgence parce que femmes battues et qu'il fallait protéger. Voilà. Donc elles sont labellisées, ces ménages-là sont tous labellisés DALO. Voilà. Donc ce sont des publics prioritaires. Il faut être clair que ce sont des publics en grande fragilité. Et s'il n'y avait pas de logement social, ces personnes-là resteraient dans des structures d'accueil ou se retrouveraient à la rue. Voilà, donc il y a des DALO qui sont à la rue aujourd'hui ou qui sont en hôtel via le SAMU, le SAMU social. Donc ça, c'est vraiment... alors c'est le contingent souvent du préfet, mais c'est aussi le contingent de la ville de Paris. Donc se rajoutent les 700 ménages qui, eux, sont des accords collectifs. Alors c'est souvent... des familles qui vivent en hôtel, c'est des familles qui ont été mises à l'hôtel pour être protégées parce qu'elles sont, entre guillemets, ASE, donc c'est vraiment les prises en charge pour protéger les familles avec des enfants qui sont, quand elles ne sont pas dans louer solidaire ou dans d'autres parcours, elles relèvent des accords collectifs. Ce sont aussi des gens qui sont des fois dans des logements, on voit tous dans la presse régulièrement des familles qui dénoncent leurs conditions de vie parce qu'ils vivent à 5 ou 6 dans 20 mètres carrés. Donc eux sont accords collectifs, donc ils sont suivis aussi par les services sociaux, beaucoup du CASVP ou de la DASES de la ville de Paris. Donc là, globalement aussi, sur les 5100 ménages qui sont relogés, il y a 23% clairement de ces 5000 qui sont issus des structures d'hébergement. Alors hébergement, c'est CHU, CHRS, maison relais, résidence sociale. C'est tout le panel, entre guillemets, de l'hébergement. Alors, il y a le CHU, CHRS qui permet l'accueil inconditionnel. Par contre, quand vous êtes en maison relais ou en résidence sociale, là, il faut être en titre de séjour, il faut avoir... Voilà. Donc, c'est d'autres types de publics. Mais tout ce qui est, entre guillemets, relogeable dans le parc social, qui veut dire qui ont des papiers, ils font partie des 700 ménages relogés. Voilà. Alors, clairement, sur les 700 relogés, c'est souvent des personnes isolées. On a aussi une spécificité à Paris, c'est que dans notre parc, on a beaucoup de petits logements. Voilà, donc il correspond assez bien aussi au T1, T2, qui répond aux besoins souvent des isolés qui sont dans les centres d'hébergement et dans les CHRS. Et donc après, il y a les 421 logements d'insertion. Donc c'est des logements qui sont sortis, entre guillemets, des attributions classiques des logements, qui ont été confiés à des associations, donc aussi bien SNL que Aurore, que les Petits Frères des Pauvres, qu'Emmaüs, mais aussi on a des associations qui travaillent autour de la psychiatrie, qui est un vrai sujet aujourd'hui. On sait tous que malheureusement, beaucoup de personnes qui sont à la rue souffrent de troubles psychiatriques. Enfin, voilà, c'est quand même aussi des engagements de l'État et des hôpitaux sur l'hébergement des plus fragiles qu'on retrouve à la rue et qu'on retrouve dans les centres d'hébergement, et que là aussi, grâce au logement d'insertion, ça permet de les mettre à l'abri et de pouvoir avoir un suivi médical. Voilà. Donc ça, c'est les 421 logements d'insertion, et on va sans doute encore en rajouter. On va en extraire quelques-uns pour reconfier à des associations. Il faut être clair aussi que nous, on a besoin, par rapport au public qu'on loge aujourd'hui, on voit quand même qu'on a de plus en plus de troubles de voisinage, mais liés aussi à ces problèmes de psychiatrie. On a de plus en plus de gens très très fragiles que nous, aujourd'hui, en l'État, on est incapable de suivre et d'accompagner. Donc on a besoin aussi des associations pour venir nous aider et faire que ces personnes puissent rester dans leur logement et sans, entre guillemets, avoir de répercussions sur leurs voisins et sur l'environnement, ce qui est toujours un peu compliqué, il faut être clair, quoi. Voilà. Globalement, enfin, Paris Habitat, je pense qu'on est le bailleur le plus social de Paris, quoi, en termes de, parce qu'on a un parc aussi avec les loyers les plus faibles qui permettent justement d'accueillir les gens les plus fragiles. Alors, il y a plusieurs mains levées là-bas. Mademoiselle. Alors, attendez, juste un tout petit instant. Le micro est derrière vous et il va venir à vous juste après. Désolée, je vous le donne après. Je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche, on vous entend. Moi, c'est plus une question sur le futur écoquartier
Et, ah, pardon, je n'ai jamais été micro. Parfait. Comment allez-vous assurer qu'en fait qu'il y ait cet hébergement et cette insertion sur le long terme, sur le futur écoquartier? Est-ce que, enfin, vous avez parlé par exemple de la lingerie, etc., et de ces lieux de vivre ensemble. Est-ce que vous avez des exemples d'endroits où ça a été fait et sur le long terme l'écoquartier est resté donc avec cette mixité sociale, cette diversité sociale sur le long terme? William, peut-être ouais. Non, alors, juste quelques éléments à mon niveau. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura déjà, enfin, les invariants du futur projet, c'est 50% de logements sociaux, 500 d'hébergement d'urgence, c'est une maison relais. Donc on est déjà sur une forme de garantie de mixité sociale, ce qui est intéressant. Nous, ce qui nous importe énormément, c'est effectivement tous les outils qu'on a pu créer, les excuses à la rencontre, tous les outils qui redonnent de la capacité d'agir aux personnes qu'on héberge, puissent être pérennisés. Enfin, c'est des choses que déjà on utilise à plein niveau sur les différents projets qu'on gère, mais effectivement pouvoir conserver une conciergerie solidaire qui fonctionne avec le dispositif Premières Heures, pouvoir continuer à avoir un atelier partagé sur le site, pouvoir continuer à avoir une cafette mobile, enfin, tous ces petits outils qui ont créé ces espaces de rencontres informelles. L'idée, c'est qu'ils puissent, enfin, ça serait pour nous une immense victoire de voir qu'ils peuvent continuer dans la ville de demain, dans le futur écoquartier ici. Et par exemple, va être désigné, le cahier des charges est en train d'être rédigé, un futur gestionnaire de quartier qui va gérer tous les rez-de-chaussée avec la RIVP. Et ça va être ce futur gestionnaire de quartier aura clairement un rôle crucial dans la gestion des espaces communs, des espaces verts et de tous ces outils pour créer pour préserver cette forme de mixité. Moi, juste aussi rebondir sur le fait que on va être la maîtrise d'ouvrage du centre d'hébergement et la maison relais pour Aurore. Et le projet qui a été retenu, il y a une forte imbrication quand même des volumes. C'est un seul et même bâtiment. Je veux dire, je pense qu'à terme, personne ne lira ce qui relève de l'urgence que ce qui relève du logement social. Ça, je pense que c'est déjà la première chose en termes de mixité, c'est ne pas lire les choses. Je veux dire, c'est de banaliser les bâtiments et les différents programmes. Après, je pense vraiment, là, on va travailler en mode participatif avec les futurs locataires, avec Aurore sur le programme. Donc je pense que là aussi, il y a des vrais sujets qu'on va travailler sur les parties communes. Vous avez plus d'espaces communs que nous, c'est comment on va pouvoir mutualiser, comment aussi les représentants des locataires vont pouvoir s'emparer de ces surfaces, les mutualiser. Je pense que vraiment que le gardien qui sera dédié aussi, travaille aussi très en amont avec vous, avec les gens qui seront à la proximité, parce que je pense que c'est important que les liens se créent humainement très en amont. J'ai fait l'expérience, par exemple, sur la caserne de Reuilly, de livrer, on est en train de livrer 600 logements. On a décidé de choisir les gardiens 6 mois avant l'arrivée des gens pour qu'ils s'accaparent du projet, je veux dire, et qu'ils soient aussi garants du vivre correctement. Et moi, je suis certaine que ça peut marcher. Après, c'est aller sans doute au-delà sur Saint-Vincent-de-Paul, et j'espère aussi sur Aix-en-Provence dans le 16e. C'est-à-dire, on fait appel, nous, à un tas d'entreprises. Je veux dire, c'est pour l'entretien courant, c'est pour le nettoyage, c'est pour entretenir les espaces verts. Donc, je pense que là aussi, il faut qu'on arrive à mutualiser ensemble, qu'on puisse aussi regarder comment les gens qui seront hébergés en maison relais puissent avoir peut-être accès aussi à l'emploi pour pouvoir travailler sur site. Et moi, je suis alors pratiquement certaine, vous savez, quand les gens se connaissent, il n'y a plus de difficultés, quoi. Je veux dire, on a eu plusieurs expériences comme ça, alors pas dans les mêmes échelles, parce que là, on passe vraiment des échelles beaucoup plus importantes, mais pour mémoire, on a travaillé il y a très très longtemps sur une toute petite résidence sociale qui est dans le 14e, qui est sur le secteur d'Ido-Thermopyle, qui était une première expérience pour nous aussi de travailler avec, c'est l'association du quartier qui a créé sa résidence sociale. Voilà. Bien sûr, on avait demandé qu'ils travaillent avec Emmaüs parce que ce n'étaient pas du tout des professionnels de la gestion. Ce projet a été livré il y a pratiquement 10 ans et fonctionne bien. Il vit dans le quartier, il y a un des vrais liens avec les voisins et on n'a jamais entendu parler, quoi. Donc moi, je suis mais alors, pratiquement certaine que les choses vont bien se passer. Madame, vous aviez une question ou une remarque? Alors, je voulais vous remercier d'abord pour cette conférence d'hébergement insertion qui m'intéresse beaucoup. Je voulais vous informer
qu'il y avait Catherine Gris, qui est une photographe, qui a donné des visages à tout ce dont vous parlez. Et c'est pourquoi je vous faisais une information pour faire connaître cet ouvrage de photos de ces personnes qui vivent dans ce lieu. Et je trouve, voilà pourquoi je voulais prendre la parole pour vous informer de ce livre que vous pouvez trouver à l'accueil. Merci pour elle. Effectivement, ce travail-là est présenté à chacune de nos conférences et c'est vrai que particulièrement ce soir, ça fait écho avec la thématique de la soirée. Mademoiselle, bonsoir. Salut. Moi, c'est Sarah et je voulais répondre un peu à votre question et compléter un peu ce que vous avez dit. Nous, on a une grosse équipe et on a gagné l'AMU, concertation, donc assistance à maîtrise d'usage. Et en gros, pour compléter un peu ce que vous avez dit tous les deux sur le futur quartier, il va y avoir des équipes qui vont être là justement pour faire en sorte de créer cette cohésion de quartier avant même la construction. Il y a des panels Paris Habitat et RIVP qui ont été sélectionnés et avec lesquels on va travailler. Et nous, justement, l'enjeu, c'est de pouvoir intégrer Aurore et peut-être des anciens hébergés, futurs hébergés. Enfin, voilà. Pour autant, le panel Paris Habitat et RIVP, ça a été possible de les sélectionner. Je ne crois pas que ce soit possible tout de suite de savoir qui sera hébergé dans 5 ans. Par contre, des personnes hébergées, on en connaît. Et on en connaît beaucoup. Et on sait des gens qui ont habité ici, des gens qui habitent dans d'autres endroits, des gens aussi de la maison des Thermopyles. On a travaillé un peu avec eux. Et l'idée, c'est de pouvoir rassembler tous ces gens-là et essayer de réfléchir, voilà, à comment faire justement pour que comment faire que la sauce prenne en fait, et que ça se passe bien, parce qu'on va se servir aussi de l'expérience des grands voisins, où on sait qu'il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres qui ont moins fonctionné. Pourquoi et comment améliorer justement cette vie de quartier et comment faire en sorte que voilà, les personnes qui vont avoir un logement avec un loyer, qui vont payer, se sentent bien pour partager des espaces avec des personnes hébergées, extrêmement précarisées et où parfois il y a beaucoup de défiance. Et on pense qu'en effet, enfin, on est super content de pouvoir travailler sur cette expérience-là, de venir très en amont pour faire prendre la sauce en amont et faire en sorte que voilà, cette défiance, elle soit plus là. Quand dans 5 ans, il y aura les bâtiments et qu'il faudra bien y habiter. Voilà, pour préciser. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question ? Ça me fait une petite transition parce que je vous invite à poursuivre ces échanges puisque les 2 prochaines conférences sur ce site de Saint-Vincent-de-Paul, la prochaine ce sera sur le commerce. Et donc c'est vrai qu'on a parlé un petit peu des socles. Alors effectivement il y aura des activités mais aussi des activités commerçantes et on va parler plus spécifiquement de la programmation commerciale le mois prochain. Et le mois d'après on parlera plutôt de la programmation d'habitat, avec, encore une fois, prendre le prétexte de ce qui se passe ici pour essayer de voir comment on transforme la ville aujourd'hui, ici et ailleurs. Merci beaucoup à tous les 3. Merci beaucoup parce que c'était passionnant et très, très riche. Et puis, merci à vous. Bonne soirée.